On s'ennuierait presque. On s'ennuierait presque. Il y a un projet actuellement, mais dont je ne vais pas vous parler. On me dit: «Venez à l'hôtel de Matignon, dans 10 minutes, madame Trucmuche vous rappelle au téléphone. Ne te méprends pas, mais là, tu vas me donner ta chemise». Aurélien Colson, bonjour. Merci d'être là pour ce premier épisode du podcast Fixeur. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Comment allez-vous? Ça va très bien et puis je suis vraiment ravi d'être un peu le cobaye de cette nouvelle série. Non, mais merci beaucoup de votre invitation et je suis sûr que ça va être, aussi intéressant que possible. Enfin, en tout cas, je ferai le maximum de mon côté. Avec plaisir et merci à vous. Dans un premier temps, est-ce que je peux vous demander un petit peu de vous présenter en quelques mots? Plutôt sur un angle professionnel. Tout à fait. Maintenant, si vous voulez aller vers un angle plus personnel, vous pouvez, hein. Eh bien, je m'appelle Aurélien Colson, j'ai 51 ans et je suis professeur de sciences politiques à l'ESSEC. Alors la politique est-elle une science? Vaste débat, mais on n'est pas là pour ça. Disons que ça fait 30 ans que je m'intéresse à 2 aspects en particulier. D'une part, la négociation, je crois qu'on va en parler beaucoup, Tout à fait. et d'autre part, la géopolitique, les relations internationales qui sont devenues, on l'a vu tous ces temps-ci, très, très importantes. Alors ça m'amène à publier des articles scientifiques, dans des revues que personne ne lit jamais, mais ça m'a amené aussi à accumuler beaucoup d'expérience sur des terrains, heu, pour différentes organisations, des entreprises ou des entités publiques, et c'est tout ça ensuite que j'aime partager quand je suis avec, des étudiants ou avec des cadres, en formation permanente. D'accord. On y vient justement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous attrait dans la négociation, justement? La négociation, on pourrait en parler beaucoup parce que moi j'ai découvert ça quand je suis parti en Grande-Bretagne, pour faire une partie de mes études, et la négociation finalement c'est, l'ensemble des processus qui vont permettre à des acteurs qui sont en situation d'interdépendance, de cheminer vers une solution commune. Et en fait, pour avoir une définition aussi simple que possible de la négociation, ça serait la suivante: négocier, c'est décider ensemble. C'est-à-dire que, un acheteur et un fournisseur vont décider ensemble d'une transaction. Et dans des situations beaucoup plus compliquées, eh bien, 2 États vont décider ensemble que, leur relation, sur tel sujet va être traitée de cette façon-là, avec des droits et des obligations de part et d'autre. Et finalement, quand on décide ensemble, ça veut dire qu'on garde la main. Prenez, 2 associés dans une entreprise, s'ils ont un conflit entre eux, tant qu'ils réussissent à le négocier, eh bien la décision leur appartient. Alors que s'ils décident, pour trancher leurs différends, d'aller devant un arbitre ou devant une juridiction compétente, un juge, eh bien là, c'est l'arbitre ou le juge qui va trancher. Mmh. Et donc ils perdent la main. Donc je trouve que ce qui est consubstantiel à la notion de négociation, c'est cette idée de on reste souverain. On va, vous et moi, négocier, et on va, vous et moi, décider. Et si l'un de nous deux n'est pas d'accord, eh bien il n'y aura pas d'accord. Donc chacun garde cette forme de souveraineté. Ce qu'on peut dire dans ce cas-là que ce que vous aimez, c'est quelque part, l'entraide et la résolution de problèmes? Alors, ce qui est aussi vrai dans la négociation, et ça rejoint cette notion d'entraide et de résolution de problèmes, c'est que quand on négocie, on accepte l'idée qu'on ne peut pas décider tout seul. Qu'on n'est pas un petit être tout-puissant qui peut amener son environnement à obéir et à céder. Non, la négociation, c'est aussi la réalisation qu'on ne peut pas décider tout seul. On est en situation d'interdépendance, qu'il y a des problèmes qui nous sont communs, et ça va jusqu'à une très grande échelle. Les enjeux du climat, on ne peut pas espérer les régler tout seul dans son coin. Il va falloir se mettre d'accord, et se mettre d'accord sur une question globale comme le climat, ça passe forcément par des très grandes négociations, ce qu'on appelle les COP, les conférences des parties, dans lesquelles on a 196 pays qui sont représentés. Et là encore, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Donc c'est à la fois très compliqué comme espace de négociation, mais très respectueux de la souveraineté des États qui doivent coopérer, doivent s'entraider, pour reprendre votre expression, pour trouver des solutions sur le climat. Et je trouve, on en parlera beaucoup, mais peut-être, mais l'image actuelle d'un président Trump qui a fait écrire dans les années 80 un bouquin qui s'appelait The Art of the Deal, Trump n'est pas du tout un bon négociateur.
Trump est justement dans ce délire de toute puissance qui lui fait croire que, en menaçant, on parvient à ses fins. Non, il n'a la possibilité de menacer que parce qu'il est actuellement président de la première puissance, du monde, mais négocier, ça n'est pas ça. Négocier, c'est pas, instrumentaliser, cette puissance extraordinaire. Négocier, c'est au contraire, heu trouver des solutions qui sont respectueuses de part et d'autre et qui font que donc elles vont durer. Vous trouvez que Trump est trop agressif dans ses méthodes de négociation? Trump est, agressif, Trump est irrespectueux, Trump, s'aliène les uns après les autres tous les partenaires des États-Unis. Trump parvient parfois à certains résultats, mais simplement parce qu'il peut agiter une menace, incommensurable parce que c'est la menace des États-Unis. Mais Trump est un négociateur absolument pitoyable. Et d'ailleurs, je crois qu'il a fait faillite 6 ou 7 fois. Il n'y a pas une seule activité, entrepreneuriale qu'il ait menée à bien. Ses casinos ont fait faillite, sa vodka a fait faillite, c'est à un moment, il s'est même lancé dans les steaks Trump, dans de la boucherie, ça fait faillite. Son université a fait faillite et toujours avec des cas de fraude, hein, Mmh. toujours avec, des fournisseurs pas payés, des clients trompés, donc non, Trump, sans mauvais jeu de mots, trompe les gens. Il va toujours trouver, où se recatapulter, de même que là, en tant que président des États-Unis, sa méthode, elle tient en 4 étapes, hein, d'abord prétendre qu'il y a un grand problème, donc prétendre que la sécurité des États-Unis est en danger à cause du Groenland. Ensuite, créer une crise, c'est-à-dire agiter la menace, d'envahir le Groenland, quand bien même ça ferait exploser, l'alliance de l'OTAN. Et puis ensuite, quand il se rend compte qu'en fait, il y a des conséquences graves et que, par exemple, les fonds de pension scandinaves, c'est-à-dire du Danemark, de Norvège, de Suède, commencent à vendre des bons du Trésor qui financent la dette américaine, ah là, il se rend compte qu'en fait, il a créé un problème qui va se retourner contre lui et donc il recule. Mais, quatrième étape, en prétendant immédiatement qu'en fait, il a obtenu une très grande victoire, puis il a une base, la base MAGA, qui est assez crédule, qui finalement croit ce que Trump raconte, c'est une grande victoire. Dans le cas du Groenland, rien n'a changé par rapport au traité de 1959 qui autorise déjà les États-Unis à bâtir, s'ils le souhaitent, plus de bases militaires au Groenland. Et pour éviter ensuite que les gens comparent un peu trop la réalité de ce qu'il a obtenu avec ce qu'il prétend, vite, 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 il faut très vite créer un autre problème quelque part ailleurs et à nouveau Mmh. reprendre le cycle, dire qu'il y a une grande menace, etc., sur l'Iran, et puis actuellement sur l'Iran, demain ça sera Cuba. Donc négocier, c'est pas ça. Négocier, c'est avoir conscience que on n'est pas seul au monde, qu'on est à tout niveau, entrepreneur, responsable d'entreprise, d'organisation, qu'on est dans des situations d'interdépendance. On a besoin d'un client, on a besoin d'un fournisseur, on a besoin d'un partenaire, et que si on veut créer de la valeur et que cette valeur soit créée de manière durable, eh bien il faut négocier en en respectant, les gens qui sont de l'autre côté de la table. Sinon, ils vont faire du business ailleurs. Tout à fait. Est-ce que finalement, vous ne lui suggéreriez pas de lire votre livre coécrit avec, Alain Lempereur, «Méthode de négociation»? Alors, ce remarquable ouvrage, d'abord, bon, Trump, et on va pas parler que Trump, Trump ne lit pas, hein. C'est bien connu, les gens qui ont travaillé avec lui disent: «Trump ne lit pas, il écoute peu», et là encore, défaut majeur du négociateur. Le bon négociateur sait qu'il n'a pas toute l'information. Il y a une partie de l'information qui est détenue par les gens d'en face ou par les gens dans l'environnement. Et pour commencer à poser sur la table des solutions qui ont un peu de chance de susciter l'intérêt, l'attention et de générer de l'assentiment, de l'accord, eh ben, il faut commencer par recueillir le plus d'informations. Et donc il faut toujours être attentif aux gens qui vont poser des questions, qui vont prendre le temps d'écouter, qui vont... Ça, c'est plutôt le signe du bon négociateur. Le bouquin en question, alors, il se trouve qu'on l'a fait paraître en plusieurs langues, et donc il a été édité en anglais, alors pour toucher à la fois la Grande-Bretagne, mais aussi les États-Unis. Et en fait, comme la négociation est très sensible aux différences culturelles, pour chacune des versions étrangères, on est à 16, on a identifié
un ou une spécialiste de la négociation et du pays en question ou de l'ère culturelle en question. Et donc l'édition, anglaise a été, éditée par Michel Pecard, qui enseigne la négociation à Harvard, à Oxford, et qui a non seulement supervisé la traduction, mais a ensuite adapté l'ouvrage, qu'il soit plus in tune, en harmonie avec le public considéré. Et on a fait la même chose pour les éditions en chinois, en russe, en suédois, en portugais du Brésil, en grec, en italien, en allemand, parce que la négociation, c'est foncièrement une interaction humaine. Ce sont des gens qui se parlent, ou qui s'écrivent, enfin en tout cas qui interagissent, et donc par conséquent, c'est très culturel. Mais la culture en négociation, c'est pas uniquement quand on va, mener des missions, comme ça m'est arrivé, dans des endroits qui peuvent être culturellement très différents, comme, le Burundi, le Venezuela, la Corée du Sud, le Tadjikistan, autant de pays où j'ai pu me rendre, pour des missions. Mais moi, les situations interculturelles les plus compliquées que j'ai eu à gérer, c'est quand j'étais au cabinet du Premier ministre français et où j'étais très jeune en plus, donc c'était impressionnant, j'ai eu à gérer des réunions où il y avait d'un côté de la table des hauts fonctionnaires français du ministère des Finances et de l'autre côté de la table, des patrons de PME, de petites entreprises, également tous français. Et manifestement, les 2 côtés de la table ne vivaient pas sur la même planète. Parce qu'il va y avoir aussi des différences culturelles en fonction, du métier, en fonction de la formation qu'on a reçue et que donc un ingénieur ne va pas négocier de la même manière, qu'un vendeur de voitures. C'est ça aussi l'interculturel. Et comment est-ce qu'on fait justement pour, essayer de trouver une solution malgré les différentes cultures, trouver un accord? Bah, je pense qu'il faut 2 choses qui vont aider dans des circonstances très interculturelles. La première, et elle est générale, c'est qu'il faut, authentiquement être, intéressé par les gens, être, soucieux justement d'établir cette connexion et ça renvoie à des qualités, d'écoute, d'attention, de respect, qui bien sûr vont s'exprimer différemment selon les espaces culturels, même s'exprimer différemment en fonction du type de personnes avec lesquelles on se trouve, mais il y a d'abord cette réalité profonde. Moi, je pense qu'un bon négociateur, une bonne négociatrice, c'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime interagir avec les, et puis la seconde manière de répondre à votre question, et c'est justement un aspect sur lequel on insiste beaucoup dans le bouquin, bah, c'est qu'une négociation, ça se prépare. Et pour ça, on propose des checklists, et ça va notamment se préparer dans la construction de la relation. Si je sais que je vais, avoir à interagir avec, des avocats, suisses, germanophones, voilà, il faut que je m'attende à, un certain formalisme, il faut que je sois très attentif à la manière dont je vais formuler, certains documents en amont, parce que l'approximation sera immédiatement, très mal perçue et ce sera légitime qu'elle soit mal perçue. Donc cet aspect de préparation, c'est ça aussi qui va permettre de diminuer, la distance culturelle entre, les 2 côtés. Et quand je me rends compte que je n'en connais pas assez sur, l'univers culturel des gens avec lesquels je vais parler, beh, justement la préparation va m'aider à peut-être, consulter quelqu'un, lire un bouquin et puis aujourd'hui on trouve quand même beaucoup de choses, sur internet, en veillant toujours, et je conclurai avec ça, à éviter le cliché. Là encore, avec l'équipe que je dirige à l'ESSEC, on a fait des missions dans 82 pays. Et comme je disais, moi les expériences interculturelles les plus fortes, je les ai vécues en plein Paris, entre Français. Hem et aujourd'hui, hem, les responsables d'affaires avec lesquels on peut traiter, en général, ils sont nés à un endroit, ils ont fait des études dans 3 pays différents, ils ont travaillé dans 4 autres pays de plus, ils parlent 3 langues. Alors tout le monde n'a pas cette même exposition à l'interculturel, mais on n'est quand même pas comme à l'époque où, Hernán Cortés, au XVe siècle, débarque quelque part en Amérique latine et il découvre là, tout un univers. Où là, on peut se rendre compte qu'il y a un choc culturel fort. Donc heu les gens sont immergés dans des flux transnationaux, donc faut éviter le cliché. Ça m'est arrivé, au Nigeria,
Je suis reçu, par le ministre, de l'intérieur du Nigeria. Je suis au Nigeria pour une mission au nom de la Commission européenne et en fait ce ministre nigérian, parle un anglais, bien meilleur que le mien. Parce qu'il a fait ses études en Grande-Bretagne, moi aussi, mais lui ça lui a voilà, il a et je me rappelle, il avait un accent, britannique, très pur, quoi. Heu, voilà, donc en fermant les yeux, j'aurais pu m'imaginer être non pas, à Abuja, la capitale du Nigeria, mais être, à quelque part à Cambridge, voilà. Donc méfions-nous des clichés. À la fin des fins, un négociateur devant soi, un interlocuteur devant soi, il est le résultat unique d'une série d'influences, son éducation, sa famille, l'endroit où il vit, sa formation, son métier, l'organisation dans laquelle il travaille, parce qu'il y a aussi des cultures d'organisation qui finissent par déteindre un peu sur les gens. Et donc le bon négociateur va considérer son interlocuteur comme étant, une personne unique, fruit de toutes ces interactions, de toutes ces influences et comme quelqu'un, avec qui il a envie justement d'établir, une connexion. Je reviens un petit peu à une partie, de votre carrière, un début de carrière Oui, d'ailleurs. Vous avez été conseiller au cabinet du Premier ministre Lionel Jospin oui, entre 97 et 2002. oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur, les fonctions que vous exerciez? Alors, je précise d'abord que j'étais très, très jeune, heu, c'était totalement imprévu. En fait, un de mes anciens professeurs à Sciences Po, est nommé en mai, 97, conseiller du nouveau Premier ministre, Lionel Jospin, qui vient de remporter des élections législatives en France. Élections qui étaient imprévues, elle résultait d'une décision de dissoudre l'Assemblée par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Et il m'appelle le 4 juillet 97 en disant, «J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, j'ai pensé à vous, vous étiez un bon étudiant, est-ce que ça vous intéresse?» Et je me rappelle à l'époque, je suis, inscrit en thèse de doctorat, j'ai un petit bureau d'assistant, à l'ESSEC et je suis en t-shirt, et donc je me tourne vers un collègue parce qu'on on me dit: «Venez à l'hôtel de Matignon», donc le bureau du Premier ministre, cet après-midi pour un premier entretien. On est le 4 juillet, je suis à Cergy-Pontoise en t-shirt et là je me tourne vers un copain et je lui dis: «Écoute, ne te méprends pas, mais là tu vas me donner ta chemise. Moi je te donne mon t-shirt» et donc j'ai mis quand même une chemise, pour aller tout de suite à l'hôtel de Matignon, et j'ai un vague souvenir aussi de d'orage infernal quand je sors du métro et j'ai encore en tête le bruit que faisaient mes tennis un peu imbibés d'eau sur le parquet quand je rentre dans les jolis salons. Enfin voilà, tout ça pour dire que, l'entretien d'embauche s'est bien passé, et je suis persuadé donc, je vois le directeur de cabinet le surlendemain, Lionel Jospin lui-même tout de suite après, et je suis embauché pour aider à la rédaction des discours du Premier ministre. Et je suis bien persuadé qu'au bout de 3 mois, on va se rendre compte que je fais pas l'affaire, et on va me jeter dehors, mais enfin ça aurait été une expérience rigolote, j'aurais passé 3 mois à Matignon. Et j'ai fait les 5 ans. Voilà, donc je suis resté 5 ans à travailler sur les discours du Premier ministre, sur des textes, sur, une partie de son courrier un peu plus sensible et ça a été une expérience incroyable parce que j'étais tout jeune, j'étais le plus jeune membre du cabinet, dans une équipe, de très grande pointure, avec des noms qui parleront peut-être à certains, qui nous écoutent, Élisabeth Borne qui s'occupait des transports, qui a été Premier ministre, Florence Parly qui s'occupait du budget, qui a été ministre des Armées, Manuel Valls qui s'occupait de la communication, qui a été Premier ministre aussi. Enfin voilà, c'est une dream team incroyable et ça a été pour moi une école, vraiment ça a été ma matrice, de formation intellectuelle et professionnelle avec un niveau d'exigence, stratosphérique et j'en ai tiré, je pense, beaucoup d'apprentissage. Et comment est-ce que finalement ça a influencé la suite de votre carrière professionnelle? Alors, ça l'a influencé de plusieurs manières. La première, pour être très franc, je pense que c'est un peu l'esprit de notre dialogue, heu, ça m'a apporté une bonne chose et une moins bonne chose.
La bonne chose, c'est que quand durant 5 ans, on est, confronté à cet environnement très exigeant, où je veux dire, ça m'est arrivé de faire l'interprète, de manière, imprévue entre Lionel Jospin et son homologue britannique Tony Blair, parce qu'ils étaient au téléphone et que ça bon bref. Ça m'est arrivé voilà, de passer la nuit complète à Matignon parce qu'on est au lendemain, c'est 3 semaines après le 11 septembre. Vous vous souvenez de l'ambiance incroyable, bon, et il y a eu en France un très grave accident, ce qu'on appelle l'usine d'AZF à Toulouse, qui est une usine chimique qui explose, et on est en fait, je crois le 20 septembre, donc on est même pas 10 jours après le 11 septembre, et tout le monde au début se dit: «C'est également une attaque terroriste, sur le sol français». L'usine AZF qui explose, c'est une déflagration infernale, hein. C'était vraiment très, très grave, et le Premier ministre décide immédiatement d'aller se rendre sur les lieux, et je passe la nuit à Matignon pour préparer des éléments de langage en recueillant, les informations, qu'envoient les services, les services secrets, tout ce que le Premier ministre va pouvoir dire le lendemain pour en fait, voilà, conclure que non, c'est un accident, c'était suffisamment grave comme ça. Donc quand on a vécu tout ça, à la fois, franchement, il en faut beaucoup pour vous impressionner par la suite, OK. voilà. Je dis pas qu'on n'a plus peur de rien, mais enfin, on en a vu d'autres. Mmh. Et par contre, la moins bonne nouvelle, c'est qu'ensuite, beaucoup de choses semblent un peu fades. On s'ennuierait presque? On s'ennuierait presque, D'accord. parce qu'on n'a plus cette même adrénaline de faire des choses un peu exceptionnelles, qui a été mon lot quasi quotidien durant 5 ans, à un âge tendre, où donc ça m'a beaucoup, impressionné, au sens ça m'a impressionné, mais ça m'a aussi, imprimé quelque chose. Par contre, ce que j'en ai retiré après, oui, ce sont des méthodes de travail, de rigueur. C'est vrai que je fais désormais une fixation sur, sur les fautes d'orthographe, sur, les quand la virgule n'est pas là où il faut, il y a une sorte de maniaquerie parce que oui, moi je contribuais à travailler sur les discours du Premier ministre dans lesquels il ne pouvait pas y avoir une faute de français, enfin c'était juste pas possible. Donc il y a ce côté un peu précis, heu, ça m'a aussi apporté, un réseau, hein, quand on est, en contact avec des personnalités, de ce type-là. Mais ça a été, voilà, une phase, et puis 2002, je suis reparti dans la vie académique qui devait être la mienne, finir ma thèse, trouver un poste de prof, et la suite de l'histoire, vous la connaissez plus, quoi. Tout à fait. Et est-ce que pendant ces 5 ans à Matignon, est-ce que ça a pu façonner d'une manière ou d'une autre votre, méthode, enfin votre pratique de la négociation? Alors oui, parce que j'ai pu voir de très près, mais encore une fois de plus, hein, j'étais le plus jeune dans ce cabinet, donc c'est pas moi qui négociais les grandes choses. Mais parfois, je me rappelle une des choses qu'on m'avait confiées, c'était vous savez, en France, il y a une sorte de tradition sociale, que vous connaissez un peu aussi, en Wallonie notamment, mais qui est, voilà, il y a une vie syndicale importante, il peut y avoir des manifestations, et il y a à Paris beaucoup de manifestations. Et donc il était d'ordinaire, quand il y a une manifestation, bah, il faut que le défilé, envoie une délégation pour être reçu par le ministère en question, alors des agriculteurs ou des infirmières ou des professeurs, et puis parfois le ministre ne pouvait pas les recevoir, soit parce qu'il n'était pas là, soit parce que c'était pas le moment, donc il disait: «Bah, alors on va aller voir le Premier ministre», ou parfois c'était en sens inverse, il allait voir le Premier ministre d'abord. Bon, et puis il y avait les cas où objectivement, il fallait recevoir la délégation et faire un travail de fond, et là, c'était évidemment le conseiller chargé du fond qui les recevait. Donc si c'était des agriculteurs, eh bien c'était le conseiller pour l'agriculture. Mais parfois, non, le moment n'était pas opportun pour engager une discussion sur le fond, mais on n'allait pas non plus claquer la porte au nez de la délégation qui toquait, à la porte de l'hôtel de Matignon. Dans ces cas-là, le chef de cabinet m'appelait, il me disait: «Écoute Aurélien, est-ce que tu peux recevoir la délégation là? Comme d'habitude, tu sais, tu vas pas discuter sur le fond, mais fais en sorte que quand ils sortent, ils puissent dire: "On a été reçus, on a été écoutés, on a été entendus", voilà». Donc c'était un exercice pas facile, et puis ce que j'ai pu aussi, par contre voir, c'est assister de très près à des négociations, importantes que je ne menais pas, mais j'étais pas très loin. Il y a eu des négociations sur la Nouvelle-Calédonie,
qui ont amené en 98 à un grand accord qu'on appelle l'accord de Nouméa, qui permettait de stabiliser et de pacifier, pour une nouvelle décennie au moins, les relations, dans ce territoire d'outre-mer, où les choses étaient assez instables. Il y a eu des négociations sur la Corse, il y a eu des négociations, sur des enjeux de défense, notamment avec les Britanniques. Il y a eu, voilà, toute une série de grandes négociations se sont déroulées à un moment à Matignon et j'étais, jamais très, très loin. Toutes ces expériences ont finalement, peut-être, donné des idées dans la rédaction de ce livre-là? Méthode de négociation? Il y a des choses qui s'y retrouvent, par exemple, Lionel Jospin, donc qui vient de décéder il y a quelques semaines, était quelqu'un de profondément donc, respectueux. Il était d'ailleurs lui-même à la tête d'une majorité qu'on appelait la majorité plurielle, avec 5 formations et en France, on n'a pas vraiment une tradition de coalition, donc c'était pas facile, mais il a réussi durant 5 ans à maintenir ce collectif, et donc c'était fondé sur, un sens de l'écoute, hem, un sens du respect, ce qui n'empêchait pas, le volontarisme d'un chef. C'est-à-dire que le chef, une fois qu'il a bien écouté, il va trancher et puis les gens suivent. Et les gens vont le suivre justement quand ils ont la conviction qu'en amont, ils ont été entendus et respectués. Et je crois que ce sens de l'écoute, ce sens du respect, sont des aspects qui je prétends pas, y parvenir en permanence, mais je suis conscient que ce sont des parce que je les ai vus incarner au plus haut niveau, des aspects qui ont inspiré ensuite cette méthode de négociation et on était en accord avec, mon coauteur là-dessus, quoi. Justement, en parlant de ce livre, donc on en parlait tout à l'heure, heu, vous avez publié la deuxième édition du livre Méthode de négociation en 2010. Heu, Ce livre-là, il était destiné à qui? Alors on a voulu avec, Alain, faire un livre, qui serait, un compromis, et on assume, heu, l'idée qu'un compromis, c'est pas forcément, une grisaille, en français on dit, mi-chèvre, mi-chou, qui ne satisfait personne. On a tenté de faire un compromis et je crois que le succès du livre depuis souligne qu'on ne s'est pas trop raté quand même sur ce compromis. On voulait un compromis d'une part entre apporter des résultats de la recherche, parce que même si la négociation n'est pas une science très exacte, il y a tout de même des résultats scientifiques en psychologie, par exemple, qu'il est important d'avoir à l'esprit. Et d'autre part, le monde des praticiens. Quelles sont les bonnes pratiques, qu'on pouvait récolter, auprès de syndicalistes, auprès de responsables d'entreprise, auprès de diplomates? J'ai beaucoup travaillé avec des diplomates. Donc c'est déjà un premier compromis entre la recherche et les bonnes pratiques du terrain. Et puis l'autre compromis qu'on a essayé de construire, c'est d'avoir un livre qui parle à des responsables d'entreprise, à des hommes et des femmes qui sont dans l'univers de production, dans, les rapports commerciaux, mais qui soit aussi, intéressant pour, des hommes et des femmes qui sont plutôt dans la sphère publique, qui vont être des élus, qui vont être des hauts fonctionnaires, qui vont être des diplomates. Et je pense une fois de plus qu'on a plutôt, réussi ce compromis, d'avoir un livre où, bon, on peut tous s'y retrouver, qu'on soit plutôt intéressé par les bonnes pratiques de terrain, plutôt intéressé par quelques résultats de la recherche, qu'on soit plutôt dans la sphère publique, plutôt dans l'univers de la production et du commerce. Le livre se serait planté si nous-mêmes on s'était plantés, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, est-ce que vous avez beaucoup de retours, réguliers sur, les lecteurs qui ont pu pratiquer la méthode? Alors, non, je reçois pas des dizaines de lettres, tous les jours, mais je reçois assez fréquemment, oui, des emails ou des petits messages sur LinkedIn qui disent: «Ah ouais, j'ai lu votre livre, ça me plaît», et cetera. Oui, oui, oui et ça fait toujours très, très plaisir quand on a l'impression que, ce bouquin qu'on a, publié en 2004, mis à jour en 2010, hem, déployé ensuite à l'échelle aujourd'hui de 16 langues, touche son public et puis rend service. Que les gens se disent, voilà: je m'en sers». Et à l'ère de l'IA,
Vous, vous ne parlez pas du tout de l'IA dans ce livre-là, donc est-ce qu'on peut dire que ce livre est toujours d'actualité? Très bonne question, un peu vache, mais parce que je Je l'avoue. précise pour nos auditeurs que, cet entretien n'a pas été, préparé, au sens où vous, évidemment, vous l'avez très bien préparé, mais moi, je suis pas au courant des questions qui peuvent être posées. Donc je découvre au fur et à mesure, mais je trouve que ça fait partie de l'exercice. Incontestablement, on écrit ce bouquin, au début du XXIe siècle, si je puis dire. L'IA n'existe pas. On le met à jour quelque temps après, mais à une époque où on ne parle pas encore de l'IA. S'il fallait écrire aujourd'hui une 3e édition, il faudrait forcément qu'on se pose cette question. Alors pour donner quelques éléments, je pense que l'IA aujourd'hui permet aux négociateurs de gagner énormément de temps dans la phase de préparation. C'est-à-dire que de manière assez immédiate, on peut obtenir, des benchmarks, des éléments de langage, des suggestions, alors évidemment, il faut le faire avec intelligence humaine et vérifier ce que l'IA propose, mais incontestablement, l'IA, permet d'agréger beaucoup plus vite un ensemble d'informations. L'IA aide aussi à trouver des formulations, parce que dans une phase de négociation, peut arriver un moment où on va trouver ce qu'on appelle dans notre jargon la formule de l'accord. C'est-à-dire, voilà, grosso modo, il faudrait qu'on s'y prenne comme ça, vous faites un effort là-dessus, je fais un effort sur ceci, ça on oublie. Bon. Et à partir de cette formule, qui tient en quelques lignes, bah, on peut demander à une IA d'en tirer un texte plus complet, plus solide, plus précis. Et évidemment, il va falloir le vérifier. Mais là aussi, dans la phase de rédaction, l'IA peut apporter une aide à la rédaction. Une étape de plus, et je sais que j'ai certains collègues, par exemple, dans les contentieux juridiques qui travaillent là-dessus, c'est que l'IA va pouvoir, suggérer des solutions qui sont robustes au sens où l'IA va aller puiser dans des bases de données où il y a de la jurisprudence. C'est-à-dire que, l'IA va pouvoir dire: «Voilà, moi j'ai regardé, des cas similaires et je peux vous dire que la solution ressemblait à ça, donc dans votre cas qui me semble ressembler à peu près à ce que j'ai pu trouver, pourquoi ne pas faire ainsi?» Donc l'IA peut devenir une aide à la pas à la prise de décision, mais à l'identification de solutions possibles. En parlant de l'IA, j'ai, une question qui va se dérouler en 2 temps, on va dire. Vous êtes directeur, de l'IRENE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est l'IRENE, justement? Alors, l'IRENE est un centre de l'ESSEC, fondé en 1996 par Alain Lempereur et moi, et j'en suis devenu le directeur en 2008 et j'en suis encore aujourd'hui le directeur. Et l'IRENE est un endroit où, on a essayé de capitaliser, des résultats de recherche, soit la nôtre, soit celle menée par, des collègues, des bonnes pratiques récoltées sur le terrain, avec à nouveau cette grande diversité de terrains d'activité. Le centre Irénée est dans une école, qui s'appelle l'ESSEC, qui est une école de business. Donc évidemment, on est en contact avec des entreprises, mais dès les origines, au sein du centre Irénée, nous nous sommes intéressés, à la sphère publique. Et donc on travaille beaucoup avec les institutions européennes. C'est nous qui, depuis 2005, à la suite d'appels d'offres que l'on gagne tous les 4 ans, c'est nous qui formons les négociateurs de la Commission européenne. Ils vont ensuite négocier les grands accords commerciaux, sur la biodiversité. Voilà. On travaille avec les diplomates français et même de plusieurs pays. Je suis allé jusqu'en Corée du Sud former les diplomates de la République de Corée du Sud. On travaille avec les militaires. Et donc finalement, dans cet endroit, le centre Irénée, où on fait de la recherche, on fait du terrain, ça nous permet ensuite, dans notre troisième métier, qui est celui de la formation, de raconter un peu moins de bêtises, parce qu'on puise à la recherche, on puise à ce qu'on a vu sur le terrain, et donc on forme à peu près 3000 personnes par an, une moitié d'étudiants, une moitié de cadres en activité, soit dans le secteur public, soit dans des entreprises. Et on fait beaucoup de choses cousu main, c'est-à-dire des organismes publics ou des entreprises privées qui viennent nous dire en disant voilà, nous on a tel problème. Et pour telle population, comment vous pouvez nous aider à gagner en capacité de mieux gérer ce problème. Et donc on conçoit
des formations qui peuvent être, parfois de quelques heures parce que ce sont des gens qui ont très peu de temps, de très haut niveau, il faut vraiment leur apporter quelque chose qui les aide à faire la différence. Et puis parfois, il y a des programmes beaucoup plus longs où on va avoir des séminaires sur une semaine complète, avec une population qui a besoin et qui a le temps de se consacrer vraiment à cet effort de renforcement de capacité. Et justement, si c'est le cas, comment est-ce que vous intégrez l'IA au sein de l'Irénée? Alors, il y a un projet actuellement, mais dont je ne vais pas vous parler. D'accord, secret Non, défense. parce que ça va correspondre à une innovation qu'on veut mettre sur le OK. marché et donc voilà, je l'annonce En en avant-première. avant-première, mais je ne peux pas révéler aujourd'hui, le format particulier que ça va prendre. Mais voilà, on n'est pas totalement, coincé dans le XXe siècle, avec les plaques de marbre qu'on essaie de graver au burin. On a aussi, voilà, un projet très clair en matière d'IA. D'accord. Et avec l'IA, comment est-ce que vous pensez que le métier de négociateur va évoluer et comment? Alors, il va évoluer pour toutes les raisons que j'ai données, c'est-à-dire cette facilité à agréger de l'information, donc à se préparer, à avoir des outils d'aide à la suggestion. Bon, voilà, tout ça est très, très clair. Je pense que l'IA va aussi pouvoir, traiter beaucoup de négociations qui, en fait, sont des transactions. Parce que l'IA va être très forte pour réussir à optimiser. Voilà, s'il faut répartir des ressources, bah, l'IA va pouvoir assez facilement proposer une solution parce qu'il y a un algorithme, qui optimise et pouf! Ce que l'IA va avoir du mal à faire durant encore un sacré bout de temps, c'est comme je l'ai dit, la négociation, c'est une interaction entre êtres humains. Et dans cette interaction, il peut y avoir des aspects, émotionnels, parce qu'il y a eu du conflit, parce qu'il y a eu du désaccord violent, parce que voilà, il y a toute cette dimension émotionnelle, où là, je pense que l'IA n'est pas encore tout à fait au clair sur: «Mais comment on gère?» quoi, voilà. Et d'autant plus que, voilà, on a tous été en interaction avec, des avatars ou des chatbox, pardon, mais il y a quand même un côté, enfin moi ça me met sur les nerfs quoi, cette espèce de novlangue, managériale et puis de fausse empathie, de fausse bienveillance, alors qu'en fait, bah non, la machine a été programmée pour ça, mais il manque cette espèce de sincérité et d'authenticité, qui sont dans la relation humaine. Hem, je reviens à votre livre, et je reviens d'ailleurs tout à fait à ce qu'on parlait tout à l'heure, l'importance de la préparation. Comment est-ce qu'on fait si, on n'a pas la capacité ou si on n'a pas le temps de se préparer à une négociation, mais qu'on souhaite quand même, bah, défendre ses intérêts? Très vrai, l'importance de la préparation, va se traduire de façon très différente, en fonction du temps dont on dispose, puis de l'importance de la négociation. Si vous savez que le 1er juin, dans, 2 mois à peu près, il y a une très grande négociation, très importante pour vous, bon, bah, vous avez 2 mois devant vous, vous allez pouvoir vous organiser, avec des collègues, bref et fournir un effort de préparation très, intensif. Et parfois la préparation, c'est, on vient de vous dire que, dans 10 minutes, madame Trucmuche, vous rappelle au téléphone et le coup de fil avec madame Trucmuche, c'est important. Et là, vous avez plus que 9 minutes 30 là. Qu'est-ce qu'on fait en 9 minutes 30? C'est pour ça qu'il faut avoir des outils, très opérationnels, en forme de checklist et dans cet ouvrage, que vous avez la gentillesse de citer, bon, ben, le chapitre 2 est consacré à la préparation, il y a une checklist, et cette checklist, elle a l'avantage d'être strictement la même que l'on ait maintenant 8 minutes 30 ou 2 mois. C'est la même checklist. Simplement, on va passer plus vite. Et, et même si on a très peu de temps, voilà, la personne vous rappelle, on suggère dans le bouquin des checklists qui sont même de l'ordre du réflexe. C'est-à-dire, le téléphone sonne, j'ai quelques secondes devant moi, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois pas dire? Quelle est la bonne question à poser? Et quelle est la question pénible que l'autre va peut-être me poser? En 30 secondes, vous pouvez passer en revue ces 4 réflexes-là. Que dire, que ne pas dire, question à poser, question à anticiper. Et bien même en 30 secondes, vous avez déjà diminué un tout petit peu la probabilité que cette conversation vire aigre. Voilà. Donc c'est la géométrie très variable, mais le réflexe demeure universel et transversal. Je ne vais pas interagir sans me préparer, même si j'ai que quelques minutes.
Vous le dites, hein, dans le livre, mais vous pouvez aussi le dire à ceux qui nous regardent. Donc pour vous, la préparation, c'est vraiment crucial, pour la bonne conduite de la négociation. Oui, on dit souvent, en anglais, «Failing to prepare is preparing to fail», donc si on échoue à se préparer, on prépare son propre échec. En parlant d'échecs justement, question peut-être un peu traite, mais est-ce que vous, vous avez déjà échoué à une négociation? Est-ce que vous avez peut-être une anecdote par rapport à ça? Plein de fois, j'ai échoué plein de fois. Après l'idée c'est de justement d'apprendre, des échecs qu'on a pu avoir. J'ai échoué parce que par exemple, parfois on est dans des procédures d'appel d'offres, il va y avoir un échange, on est les 2 derniers, bon ben j'échoue à convaincre. Alors après ce qui est très important, quelle que soit, la circonstance, puis après je pourrais évoquer des situations enfin plus dramatiques que simplement un appel d'offres et tout, mais entre 2002 et 2008, avec toute une équipe, j'ai été impliqué dans des opérations de médiation, de rapprochement, dans la région africaine des Grands Lacs. Donc on parle du Burundi, on parle de la région des Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo et dans un espace, très frappant par les vagues de génocide qui ont eu lieu entre les communautés Hutus et Tutsis et encore aujourd'hui, dans les Kivu, par, une situation de guerre civile endémique, qui se greffe sur, l'exploitation de ressources minières, voilà, donc situation très, très compliquée et avec une équipe, on est allé, de très nombreuses reprises au Burundi d'abord, puis, dans l'est de la RDC, avec la mission d'organiser des réunions de travail entre des belligérants ou des tout juste ex-belligérants et là, le sentiment d'échec, il apparaît aussi parce que, heu, on a réussi des rapprochements, on a réussi à régler des questions très précises sur, au Burundi, l'harmonisation des grades, dans les nouvelles forces unifiées où il y avait l'ancienne armée régulière et puis les anciens rebelles. Il fallait, partager un peu les grades, parce qu'il ne pouvait pas y avoir que des généraux, hein, dans cette nouvelle armée. Donc on a réussi à faire des choses concrètes, sauf que vous regardez aujourd'hui la situation du Burundi ou du Kivu, des Kivu, bah, évidemment, c'est pas, la paix, la réconciliation. Donc là, on voit aussi les limites de ce qu'on peut faire, dans des situations qui malheureusement sont dramatiques. Et quelles que soient les circonstances, pour chacun d'entre nous, quand on est confronté à un échec, bah, il faut résister à cette, tentation, qui est simplement de tourner la page. Il faut résister aussi à la tentation qu'on a quand on est bien français, qu'en général, dans une négociation qui plante, les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent: «Non, mais c'est la faute des autres, en face, ils ont pas compris, C'est de et bien l'ego on est quelque bon, quoi». part. Voilà. Donc en fait, non, ce qu'il faut faire, c'est accepter, bah, de faire un retour d'expérience et se dire: «Bon, ben on s'est planté, qu'est-ce qu'on a loupé, quoi? Heu, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience?» Faut se rendre compte que, voilà, la prochaine fois, ça nous a pas aidé, donc il faudra qu'on innove, il faudra qu'on s'y prenne différemment, il faudra qu'on soit meilleur. Donc c'est au moins ce travail-là, d'apprentissage qui va permettre tout au long d'une existence, de continuer à apprendre. Pour vous, l'échec finalement, c'est rien de perdu, ce n'est que de l'apprentissage. Bah, parfois si, il y a quand même un truc qu'on perd, une occasion et cetera. Mais bon, il faut être assez, stoïcien, et pour ça, faire la part entre ce qui dépendait de nous et si on peut s'améliorer la fois d'après, il faut qu'on le fasse et puis ce que ne dépendait pas de nous. Les autres ont été meilleurs ou bien on n'avait pas ce qui pouvait, générer de l'accord de l'autre côté, c'est comme ça. Avec votre expérience, de plusieurs, dizaines d'années dans la négociation, hem, est-ce que vous arrivez maintenant à détecter, des signes, quand on essaye de vous bluffer ou vous mentir? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, quand on n'est pas spécialement préparé, détecter, dans la partie adverse? Comme dans toute interaction humaine, oui, il y a une forme d'intuition, qui va permettre de comprendre si la personne est sincère, authentique ou pas. Alors on peut se tromper. Moi je crois beaucoup aux effets de réputation. Qu'en fait,
des gens qui cherchent à vous tromper, si vous avez un peu préparé, bah, vous saurez en fait qu'ils ont cette réputation-là. Et donc vous allez être prévenu, et vous pourrez vous prémunir. Et c'est là encore, pour revenir à ce personnage un peu pénible qui nous obnubile tous, Trump. Trump a une réputation absolument déplorable, ce qui n'a pas de parole. Et j'ai vu à plusieurs reprises des situations dans lesquelles on n'a matériellement pas le temps de vérifier ce que l'interlocuteur nous dit. On n'a pas le temps. Et on va le croire. Et parce qu'on va le croire, on va faire un accord. Et cet accord va être générateur de valeur, de soulagement, de solutions. Et qu'est-ce qui fait que, alors qu'on n'a pas matériellement le temps de vérifier, on accepte quand même? C'est que la personne en face de soi, elle a la réputation de tenir sa parole. Et dont la réputation est un... Chacun de nous a, dans toutes les négociations, toutes les interactions dans lesquelles il participe, il a comme objectif supplémentaire de conforter sa réputation personnelle. Parce que c'est ce qui va faire, dans certains moments critiques, que lui va convaincre, alors qu'un autre ne pourrait pas convaincre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots, hein, ce qu'est la négomanie? Alors la négomanie, c'est un des écueils qu'on aborde dans le chapitre 1, puisque le chapitre 1, on a choisi au tout début justement de mettre l'accent sur certains pièges typiques, sur certains écueils, et ce qu'on a appelé la négomanie, c'est de croire que tout est négociable. Et d'ailleurs, cette phrase-là, tout est négociable, on la lit sous la plume de certains auteurs populaires sur la négociation. Moi, je suis bien convaincu que non, tout n'est pas négociable. Il y a des principes qui ne sont pas négociables. Il y a, d'abord, on négocie dans un cadre juridique. Et donc, non, il y a des choses qui ne se négocient pas parce que ça nous ferait franchir la frontière entre ce qui est légal et ce qui est illégal. Donc, ça ne se négocie pas. Il peut y avoir voilà, des interdits euh, moraux, il y a les propres limites que chacun de soi se fixe parce qu'on estime que non, ça n'est pas la personne que je souhaite être. Donc non, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Et le bon négociateur, je crois, c'est celui qui va réussir à tracer justement la limite entre ce qui est négociable et ce sur quoi on est prêt à faire des efforts parce qu'on veut que ça marche, et puis ce qui n'est pas négociable. Et là, par contre, il faudrait être extrêmement ferme, en expliquant si c'est opportun. Mais cette limite-là, je crois elle est cruciale. Et vous pensez que Trump tombe dans la négomanie, justement? Trump tombe, oui, dans une forme de négomanie qui est de croire que tout a un prix, que tout est achetable, que tout le monde est achetable. Et on le voit, c'est une préoccupation permanente, alors qu'il n'a peut-être que quelques mois ou quelques années encore à vivre, il est dans cette obsession de cupidité. Et sur le cas du détroit d'Ormuz, c'est quand même assez effarant de voir que à plusieurs reprises, il a écrit que peut-être une solution, ce serait de faire un deal avec les Iraniens pour que les Américains et les Iraniens gèrent ensemble un droit de péage sur les détroit d'Ormuz, alors qu'un principe fondamental depuis la Convention sur le droit de la mer de 1982, c'est la liberté de circulation dans les détroits. C'est un bien commun international. C'est la gratuité de passage dans les détroits, que ce soit le détroit de Malacca, le détroit d'Ormuz, le détroit de Bab el-Mandeb. Et cette liberté-là de circulation, c'est un bien commun collectif qui sert tout le monde. Et de voir que Trump s'imagine qu'il pourrait faire un deal avec les Iraniens pour mettre un péage, etc., enfin, c'est du grand n'importe quoi. Alors, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, mais pour dire que oui, la négomanie à la Trump, c'est de croire que tout est transactionnel, que tout peut s'acheter, que tout le monde est achetable, et qu'il suffit d'y mettre le prix. Eh ben désolé, non. Et d'ailleurs, l'épisode du Groenland qu'on évoquait le montre à nouveau. Trump croit que le Groenland, c'est un bâtiment qu'on peut acheter, comme quand on est dans l'immobilier. Ben non, le Groenland, c'est un territoire qui a une souveraineté avec un peuple, et ce peuple n'a pas envie de se vendre. Mais il y a eu, vous savez, au moment où Trump lance ça, des articles aux États-Unis hein, qui a essayé de dire, mais alors quel est le prix du Groenland? Comment on valorise l'espace, le sous-sol, les ressources, les poissons, etc. Comment tout ça a un prix? Et les Groenlandais eux-mêmes
pas simplement le Danemark, mais les Groenlandais eux-mêmes ont dit non, non, mais les mecs, c'est du n'importe quoi, hein. Nous, on n'est pas à vendre. Notre indépendance, notre souveraineté, notre identité, ça ne s'achète pas. Donc vous avez très bien fait de dire que oui, Trump a une forme de négomanie poussée à l'extrême, de croire que non seulement tout est négociable, mais tout est transactionnel, tout est achetable. Non. Sans retomber dans l'exemple de Trump cette fois, mais comment est-ce qu'on différencie un bon négociateur d'un mauvais négociateur? Je crois que dans tous les contextes, un bon négociateur, c'est quelqu'un qui se rend compte que on ne peut pas s'en tenir à une transaction de court terme. La négociation, c'est pas je chope tout ce que je peux maintenant là, puis après je cours très vite parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait je vous ai truandé. D'abord parce que vous ne voudrez plus faire du business avec moi, et surtout parce que vous allez pourrir ma réputation, qui fait que même ensuite, si je vais négocier avec quelqu'un d'autre, il aura entendu parler de moi par votre intermédiaire, et donc en fait, bon, là, non, la bonne négociation, c'est une négociation dans laquelle notre interaction produit des résultats qui sont plus intéressants que ce que chacun de nous pourrait faire de son côté tout seul. Et ça, c'est une raison fondamentale d'échec de cette négociation. Parfois, vous avez un plan B, vous avez une solution de rechange que je ne peux pas matcher, je ne peux pas surenchérir. Bon, ben là, on a essayé, mais je ne peux pas vous apporter quelque chose de plus intéressant que ce que vous pouvez faire de votre côté pour satisfaire vos objectifs. Une bonne négociation, en général, elle va permettre de trouver des espaces de synergie, de création de valeur, et donc c'est productif. Le deuxième critère d'une bonne négociation, c'est que ce que nous réussissons, vous et moi, par notre interaction, à générer, à créer comme solution, comme valeur, eh bien, on va se le répartir d'une manière qui nous apparaît à tous les deux comme étant équitable. Équitable ne veut pas dire parfaitement égal, je dis bien qu'elle nous apparaît comme équitable. Peut-être qu'en fait, compte tenu d'asymétrie d'information, je ne me rends pas compte que vous auriez pu faire plus d'efforts, ou vous auriez pu m'en apporter plus, mais compte tenu de l'information dont je dispose, et en général ça a partie liée avec la qualité de la préparation que j'ai faite en amont, je vais retirer l'impression que ce qu'on a généré ensemble, on le partage de manière à peu près équitable. Et si notre interaction est à la fois productive, étape 1, et équitable, au moins dans la perception, alors mécaniquement, on génère le troisième critère de ce qu'est une négociation réussie, c'est la pérennité. C'est-à-dire que notre interaction, elle produit des trucs, on a tous les deux l'impression qu'on y trouve notre compte, donc on ne va pas avoir besoin, tous les matins, de se remettre à renégocier notre contrat, notre convention, notre traité. Ça devient autoporté, ça génère des trucs, chacun y trouve son compte, ça peut continuer comme ça. Et c'est ça la bonne négociation. C'est qu'on va générer des points d'accord qui durent. Et comme ils durent, et qu'on n'a pas besoin de renégocier notre bidule, et bien notre temps, on va pouvoir l'utiliser à autre chose. Aller encore développer d'autres trucs. Donc c'est là où la coopération, la confiance, c'est très intelligent. Parce que c'est beaucoup plus efficace que la méfiance et que donc la nécessité de devoir renégocier plein de trucs parce qu'en fait on n'est pas sûr de cette fait d'être truandé, quoi. Comme vous le dites vous-même, en négociation, il faut être intraitable face aux problèmes, mais flexible, avec les gens, avec la personne en face de soi. Oui, on retrouve un peu l'idée qu'on abordait tout à l'heure, à savoir qu'une négociation c'est une interaction, qu'il y a un besoin assez universel d'être respecté, d'être écouté, de se sentir compris. Et donc le bon négociateur, c'est celui qui va tenir compte de ces invariants de la nature humaine, sachant que montrer à l'autre qu'on l'a compris ne signifie pas forcément qu'on est d'accord avec l'autre. Mais déjà, essayer de vraiment faire l'effort de comprendre son point de vue, ça c'est un pas dans la bonne direction. Et c'est justement parce que sur cette dimension des personnes, on est dans le respect, dans l'écoute, dans une forme de sincérité, qu'on peut se permettre alors, sur la dimension du fond, d'être plus ferme, plus anguleux, contondant. Et beaucoup de négociateurs vont faire l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de prendre les gens de haut, d'essayer de les écrabouiller, de ne pas être respectueux. Puis évidemment, comme ça marche pas bien, le seul moyen ensuite qu'ils ont de maintenir les gens qui ne respectent pas à la table, c'est de se mettre à céder sur le fond.
Et d'ailleurs Trump fait ça. Parce que c'est quand même terrible, on revient tout le temps On y sur revient Trump, on est régulièrement. totalement Mais c'est un cas traumatisé, d'école. quoi, hein. Mais justement, Trump s'est gagné un surnom aux États-Unis, Taco. Alors le taco, c'est le tacos, espèce de préparation mexicaine, là, je sais pas quoi, d'un truc qui se mange. Mais taco aux États-Unis, c'est Trump always chickens out. C'est-à-dire Trump finit toujours par se coucher. Et c'est vrai qu'on l'a vu, sur le Groenland, il s'est couché, sur certains droits de douane, il s'est couché, avec la Chine notamment. Et là, sur l'Iran, au jour où nous enregistrons cette vidéo, Trump vient d'annoncer qu'il étend deux fois de plus la deadline, l'échéance qu'il a lui-même fixée, et on est à la 5e deadline qu'il étend lui-même. Donc en fait, il cède. Face à des gens qui lui résistent, il cède. Et il cède parce qu'il est tellement insupportable dans la manière de gérer les relations que le seul moyen pour lui de continuer à essayer de négocier, c'est de céder sur le fond. Alors que, bon, on oublie Trump, mais le bon négociateur, quel que soit le niveau de sujet dont on traite, il doit plutôt essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire de générer de la confiance, d'en être digne, pour pouvoir ensuite expliquer et être cru lorsqu'il dit non mais ça je ne peux pas. Ça c'est une ligne rouge, c'est pas acceptable. Voilà. Je reviens une dernière fois à Trump quand Oh là là. Ouais. mais en l'occurrence, une des méthodes qu'il emploie régulièrement, c'est la méthode de l'ancrage, donner, des demandes extrêmement élevées, Ouais. pour au final, accepter, ce qui est acceptable. Est-ce que vous trouvez qu'il l'emploie correctement? Alors je vais vous donner un exemple très, très précis. C'est l'épisode de la négociation de Turnberry. Turnberry, c'est en Écosse, et c'est un endroit où il y a un golfe qui appartient à la famille Trump, et c'est là que Trump a tenu l'été dernier, en 2025, une négociation avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et l'enjeu de cette négociation, c'est de se mettre d'accord dans les grandes lignes sur un accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. Il y a entre deux blocs commerciaux extrêmement importants. Et la méthode de l'ancrage, c'est un des 4 facteurs qui expliquent que cette négociation ne s'est pas bien passée pour les Européens. Parce que Trump, effectivement, a agité dans les médias, avant la rencontre, la perspective de nous infliger 30% de droits de douane, ce qui est monstrueux. Le niveau moyen des droits de douane avant cette conversation, on est en dessous de 5%. Et donc il agite les 30%. Ce qui fait qu'au final, dans cette négociation, quand on s'en tire avec 15%, il y a une forme de lâche soulagement. Ah ben finalement, 15%, c'est pas si terrible que ça. Alors qu'en fait, c'est monstrueux. C'est plus de 3 fois plus que la situation antérieure. Donc ça, c'est la tactique de l'ancrage. Et Trump, qui est toujours dans une forme d'hyperbole, d'exagération massive, utilise ça en permanence. Je disais qu'il y a 4 facteurs. Si on a un peu de temps, je peux présenter les 3 autres. Bien sûr. Et d'abord, Trump, qui ne respecte pas les institutions américaines, qui ne respecte pas la Constitution, se permet de traiter de bien des sujets avec ce qu'on appelle des executive orders, c'est-à-dire des décrets qu'il signe lui-même de son gros feutre noir dans son bureau. Il est très fier d'avoir son gros feutre noir qui lui permet de signer ça. Et l'avantage en termes de négociation, c'est que c'est très rapide. Trump décide, un décret sort, il le signe, et les conséquences sont là. Une fois de plus, c'est illégal. D'ailleurs, comme vous le savez, la Cour suprême, quelques mois après, a dit à Trump, mais non, vous n'avez pas le droit de traiter de ces questions-là. De même que là, à un moment, le Congrès va devoir se réveiller et dire, mais non, mais vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites en Iran, ce sont des actes de guerre, ça doit passer devant le Congrès. Trump ne s'embarrasse pas de ça, et donc il a une rapidité de décision et de réaction qui est un avantage en négociation. Parce que de l'autre côté, je reviens à l'exemple de Turnberry, Madame von der Leyen, elle négocie dans le cadre d'un mandat qui lui a été confié par les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne. Ce mandat résulte lui-même d'une négociation à 27, et donc c'est forcément très lent. S'il faut changer notre fusil d'épaule, il faut revenir devant le Conseil, il faut qu'à nouveau les 27 chefs d'État et de gouvernement se prononcent. Donc on est dans ce mécanisme européen qui est lent,
parce qu'il est démocratique, parce qu'il est respectueux de la souveraineté des pays, mais c'est vrai que dans une négociation, il y a un défaut entre, celui qui est lent par rapport à celui qui est rapide. Troisième facteur, c'est un facteur qui est bêtement, processuel, mais en négociation, il y a une troisième dimension qui compte. On a parlé de la dimension des personnes, il y a la dimension du fond évidemment, mais il y a aussi ce qu'on appelle la dimension du processus. Comment on s'y prend? À quel endroit? Selon quelles règles? À quel moment? Comment on construit l'ordre du jour? Même la logistique va compter. Et là, les Européens se sont laissés imposer par Trump un lieu, un golf, avec très peu de temps pour négocier, parce que Trump, qui est un homme de télé-réalité, la seule chose qui compte pour lui, c'est d'aller face caméra et de dire It's a big win, j'ai gagné. Et c'est pas comme ça qu'on négocie. Et donc Madame van der Leyen a été un peu déstabilisée par ce style-là, mais c'est une erreur de sa part d'avoir été déstabilisée. Et puis un quatrième facteur, c'est que Trump adore agiter la menace. Il se sent fort quand il menace, et la menace notamment de l'escalade. Et il y a eu beaucoup de travaux en négociation sur la notion de menace, sur la notion d'escalade, et tout ça a, je dirais, un père fondateur, qui est un chercheur qui s'appelait Thomas Schelling. Schelling a eu le prix Nobel d'économie, je ne sais plus très bien quand, mais il a publié un ouvrage fondateur dans les années 60 qui s'appelle The Strategy of Conflict. Et il décortique beaucoup ces notions de menace, d'escalade. Et il explique que dans une logique d'escalade, celui qui perd, c'est le premier à céder. Et dans les escalades, dans les phénomènes de menace, ce qui fait que certains d'entre nous, on va finir par céder, c'est qu'en fait, on anticipe le coût de la menace, si on doit la mettre à exécution, on anticipe le coût catastrophique de l'escalade si elle se perpétue. Et là où Trump a un avantage massif, c'est que cognitivement, il est incapable d'anticiper les conséquences de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Totalement incapable. On va faire la guerre avec l'Iran, il n'anticipe absolument pas que ça va embraser la région, que ça va évidemment bloquer le détroit, que ça va avoir des conséquences massives sur le pétrole, mais aussi sur les engrais qui viennent de cette région-là. Il n'anticipe rien. Et donc là, face à quelqu'un qui agite des menaces, mais qui n'a pas ce frein que vous et moi nous avons, parce qu'on dit, enfin quand même, si on en arrive là, ça va être gravissime, lui, rien ne l'arrête. Et donc dans la négociation en question, Madame van der Leyen a dû se résoudre à être raisonnable pour deux. J'aimerais maintenant vous poser une question qui me touche moi directement finalement quelque part. C'est que, je suis jeune entrepreneur, si on peut dire, et là on va plutôt parler de l'ESSEC puisque vous êtes professeur à l'ESSEC. Est-ce que, l'ESSEC propose des aides aux étudiants qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Alors, l'ESSEC, fondé en 1907, bien placé dans les classements internationaux, a quatre priorités stratégiques. D'abord celle dont je m'occupe, qui est l'impact de la géopolitique sur la vie des affaires. Deuxièmement, tous les enjeux de transition, décarbonation, climat, comment on peut continuer à produire sans cramer la planète. 3, la data, l'IA. Et la quatrième priorité stratégique, c'est l'entrepreneuriat. Donc il y a des moyens assez importants qui sont mis en œuvre pour que les étudiants à l'ESSEC puissent, non seulement s'ils le souhaitent, créer leur entreprise. Donc on a un incubateur, une pépinière, et beaucoup de nos étudiants créent leur entreprise. Mais au-delà de ça, l'entrepreneuriat à l'ESSEC, c'est pas simplement pour créer une entreprise, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, quand même vous n'allez pas créer une entreprise, quand bien même vous allez être salarié quelque part dans une organisation, on veut que nos étudiants aient cet esprit yes we can, hein, cet esprit je me retrousse les manches, je me débrouille pour trouver des solutions, parce que je vais pas compter sur le reste. Voilà, faut que je réussisse quand même à me bouger un peu. Donc il y a un effet d'état d'esprit quand on parle d'entrepreneurship à l'ESSEC. Pour terminer cet échange que je trouve très riche d'ailleurs, j'aimerais bien vous proposer un vrai ou faux. Oula, Je vous énonce des phrases, vous me dites vrai, vous me dites faux et libre à vous d'argumenter. on y va. Allez, on y va.
En négociation, celui qui parle en premier perd. Faux. Il y a bien sûr des effets d'ancrage, heu, mais on ancre bien que si on a d'abord réuni suffisamment d'informations. Donc on a intérêt à écouter, plutôt que de balancer quelque chose qui en fait va être totalement, décalé. La négomanie, c'est négocier tous les prix, même les plus petits. Oui, on y revient, la négomanie, c'est vrai, mais ça va au-delà de ça. C'est croire que tout est négociable, alors que comme je l'ai dit, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Un bon négociateur ne montre jamais d'émotion. Faux, faux, faux. Je pense qu'il faut que ça soit maîtrisé, contrôlé, mais un médiateur totalement impassible va être perçu comme, pas intéressé, pas engagé, pas motivé, heu, donc non. Non, non, il y a des émotions positives qu'il faut savoir, transmettre parce qu'elles font partie, une fois de plus, de cette interaction, vous savez, j'ai beaucoup interrogé des gens qui sont en situation d'appel d'offres de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du client. À plusieurs reprises, on m'a demandé, des grandes entreprises que je ne citerai pas, mais qui me disent: «Mais aidez-nous à» ce sont des entreprises qui sont dans du B2B, c'est-à-dire que leur business, elles le font parce qu'elles remportent des appels d'offres, auprès de gouvernements, auprès d'autres grandes entreprises. Et elles me disent: «Mais aidez-nous à augmenter notre taux de succès dans les appels d'offres, parce qu'on y injecte beaucoup de ressources, mais si on ne gagne pas à la fin, voilà». Et pour essayer de bien répondre à cette question-là, j'ai mené des enquêtes auprès des clients, en disant: «Mais vous, pourquoi vous choisissez telle entreprise ou telle autre?» Alors évidemment, il y a plein d'aspects sur le fond, le prix, le machin et cetera, mais quand même un truc qui apparaît, c'est que dans les phases finales, lorsqu'on n'a plus que 2 ou 3 concurrents possibles, il va y avoir non plus simplement de l'examen de dossier, il va y avoir, un oral, il va y avoir une défense. Et là, ce qui apparaît côté client, c'est: «OK, on a très bien compris, ils sont compétents, ils savent faire, techniquement ils savent faire. Le prix, OK». Mais on n'a pas senti chez eux l'envie de faire. Et je veux dire, la planète est pleine de gens compétents, hein, mais on va finalement choisir celui qui non seulement est compétent, mais qui en plus a su, transmettre l'idée qu'il avait envie. Et là, c'est pas tout à fait de l'émotion. On voit bien qu'on est un peu sorti simplement du tableau Excel, quoi. Il vaut mieux, il vaut toujours mieux négocier en face à face qu'au téléphone. Hem, plutôt vrai, plutôt vrai, même si, une fois que la relation a été établie, que c'est un partenaire de confiance, une fois de plus, c'est ça la beauté de la chose. On peut négocier, n'importe comment par SMS, ça va fonctionner. Mais dans des phases d'établissement de la relation avec un nouveau client, un nouveau fournisseur, un nouveau partenaire, quel qu'il soit, il faut chaque fois que possible privilégier, la rencontre directe. Le BATNA, donc la meilleure alternative, est l'arme absolue en négociation. Alors, cette notion de BATNA, en anglais, c'est Best Alternative to a Negotiated Agreement. C'est une formule popularisée, par, 2 auteurs américains dans leur bouquin en 1982, Fisher and Urey. C'est un concept simple, simplement l'idée du plan B. C'est-à-dire que vous et moi, on négocie un truc. Si ce qu'on apporte sur la table, est moins intéressant que le plan B dont je dispose, bon, ben, je vais aller voir mon plan B. Mon plan B peut être un autre partenaire, ou bien me débrouiller tout seul, ou bien aller voir un juge qui va trancher. Et donc finalement, même si c'est pas le seul, le principal facteur de leverage, de pouvoir pour un négociateur, c'est la qualité de son plan B. Si j'ai aucune solution de rechange, aucune solution de repli, quoi que vous déposiez sur la table, là, je serais bien obligé de dire: «Bon, bah, OK, d'accord». Parce qu'à tout prendre, même si c'est pas bon, ça sera quand même moins catastrophique que mon plan B pourri, quoi. Et donc, en négociation, et on rejoint là encore la notion de préparation, je vais préparer ma négociation avec vous, mais je vais essayer de voir ce que je peux faire quand même pour améliorer ma solution de repli. Parce que ça va avoir un impact direct sur mon confort dans la négociation avec vous. Et puis toujours en phase de préparation, je vais essayer de savoir, mais vous, quel est peut-être votre plan B? Est-ce que je peux, volet sympathique, vous aider à comprendre dans la discussion qu'on va avoir que ce que vous pensez être un bon plan B, dont j'ai connaissance, en fait, techniquement, c'est pas tout à fait ça. En termes de compliance, c'est pas top, que sais-je. Et puis, volet un peu plus sombre, je peux peut-être éventuellement détériorer votre plan B.
Demander 10% d'augmentation à votre employeur fonctionne mieux qu'une approche progressive. Alors dans tous les cas, il faut avoir des arguments, il faut avoir des arguments. Mais pour vous donner un petit truc, qui peut intéresser, tout salarié qui, dans son entreprise, souhaiterait avoir, une augmentation. Dans la plupart des systèmes, il y a un entretien annuel, au cours duquel, le N+1, fait du feedback, et puis la conclusion de tout ça va être, très structurant pour l'éventualité d'une augmentation ou pas. Bah, le truc à faire, c'est 3 mois avant l'entretien annuel, de demander un entretien informel avec le N+1 pour qu'il vous fasse son feedback. Et là, vous avez 3 mois pour pouvoir tenir compte de ce feedback et quand vous arrivez lors du rendez-vous officiel, dire: «J'ai tenu compte du feedback». Et là, votre demande d'augmentation, elle est beaucoup plus solide. Alors que sinon, lors de l'entretien annuel, votre N+1 vous dit: «Oui, mais tu as pas fait ça, tu as pas fait ci, tu as pas fait ça», et là, l'augmentation, c'est plus compliqué de la décrocher. Bah, je sens qu'on va avoir un pic d'augmentation suite à cette interview. Un silence de 10 secondes après une proposition est une technique efficace. Le silence est important en négociation. Pas le faire trop long parce que ça met les gens mal à l'aise, mais il est vrai que quand on a quelque chose d'important à dire, si on fait quelques secondes de pause, l'esprit humain se dit: «Tiens, là, il y a quelque chose de particulier», donc ça élève tout de suite le niveau, d'attention. Donc le bon négociateur, c'est pas un flot continu de paroles et pardon, chers auditeurs, si j'ai été un peu, à un moment, dans ce flot de paroles. Non, c'est quelqu'un qui va savoir, faire des pauses, ouais. En affaires, les femmes négocient moins bien que les hommes. Faux, 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 par contre, ce qui est vrai, c'est que pour être un bon négociateur, il faut équilibrer 2 approches qui sont un peu contradictoires entre elles. Il faut d'une part avoir une grande capacité, d'assertivité, d'affirmation de soi, de conviction, mais il ne faut pas faire que ça parce que sinon on génère de la friction, on génère du ressentiment, et donc il faut équilibrer avec une autre approche qui est, il faut être perçu comme étant un bon partenaire. Et on retombe sur ce qu'on a dit à plusieurs reprises, sur l'écoute, le respect, la capacité à générer des processus, aussi transparents que possible. Et c'est vrai que culturellement, heu nos collègues féminines peuvent avoir été éduquées, socialisées dans des systèmes qui vont pas les préparer à être assertives, mais plutôt à être préparées à être dans l'empathie, dans l'écoute, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut renforcer. Mais vous avez des femmes qui négocient, formidablement bien et des types qui négocient comme des pieds, quoi. Voilà. La meilleure négociation est celle qu'on évite complètement. Hem, oui et non, oui et non. Je pense que, il y a des situations qui se détériorent et qui finissent en conflit, parfois en conflit sanglant, parce qu'on n'a pas su négocier, quand il aurait fallu, quoi. Donc parfois une bonne négociation va permettre justement, bah, de poser les choses sur la table, de désamorcer, de s'expliquer, de trouver des solutions. Alors que sinon, une fois que les choses se sont vraiment détériorées, heu, les 2 protagonistes ont l'impression qu'il n'y a plus de négociation possible. Alors après, on peut engager la négociation avec l'aide d'un tiers, ce qu'on va appeler la médiation. D'ailleurs, vous avez le petit frère de ce remarquable ouvrage, qui s'appelle Méthode de médiation. C'est-à-dire que quand la négociation plante, l'étape d'après, c'est de trouver un tiers bienveillant, impartial, qui va euh, essayer de reconnecter les parties en conflit. Donc c'est tout un autre champ, mais qui trouve à s'appliquer dans le monde de l'entreprise, hein, parce que la médiation, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, dans une médiation, contrairement à un jugement et même contrairement à un arbitrage, il n'y a d'accord à la fin que si les 2 parties sont d'accord. Donc même s'il y a un tiers qui aide à trouver des solutions, à vérifier si c'est équilibré ou pas, il est d'accord que si tout le monde le veut bien. Et donc c'est très protecteur de chacune des parties. Alors que si vous et moi ayant un différend, on va devant un arbitre ou un juge, bah, on perd la main, hein. L'arbitre ou le juge vont dire: «Bah, c'est comme ça», et puis même si ça vous plaît pas et même si ça me plaît pas, on sera bien obligé de faire ce que l'arbitre a dit, quoi. Et tant pis. Et tant pis. Alors celle-là, c'est un petit clin d'œil à vous, à la l'empereur et au livre. On ne n'est pas bon négociateur, on le devient. Ouais, ouais.
Bon, c'est vrai, pardon, on avait, d'ailleurs c'était mon idée, donc j'assume complètement. Une catchphrase, un peu, bête, mais non, mais il y a une conviction forte, en fait. C'est que certes, dans cette capacité d'assertivité dont je parlais à un moment, certains d'entre nous peuvent être plus ou moins bien dotés au départ. Il peut y avoir des compétences personnelles, des gens qui sont à l'aise, des gens qui le sont moins, des gens qui sont un peu du bon. Mais ma conviction intime, c'est que quand bien même au départ on est moins doté, heu, rien n'est jamais perdu. On peut d'abord se rendre compte qu'on a intérêt à gagner en assertivité, que ça passe par tel ou tel, comportement, approche, effort de préparation, pour savoir dire à l'instant où il le faut et avec, le format bien ciselé, qui va percuter ce qu'on a à dire. Donc on peut parfaitement progresser. Et alors moi, quand j'étais jeune, je suis encore jeune, quand j'étais très, très jeune, j'étais effroyablement timide. Effroyablement timide. Bon, j'ai fait quelques progrès. Donc l'idée, c'est que oui, on peut continuer à progresser et ça renvoie aussi à cette capacité à, au lendemain d'un succès, comprendre pourquoi c'était un succès. Peut-être que c'était juste un coup de chance, hein. Et si on a vraiment capté: «Ah oui, tiens, j'ai fait ça, je me suis préparé comme ça, j'ai» et bien la fois d'après, je vais recommencer parce que visiblement ça m'aide. Et puis quand on s'est planté, bah, là, accepter aussi avec lucidité, de regarder pourquoi on s'est planté et d'essayer de se dire: «Bah, la fois d'après, je vais innover, quoi». Merci, Aurélien Colson, d'avoir été notre premier invité pour le podcast Fixeur. Merci à vous et alors je recommande les prochains invités, allez-y franchement parce que c'est professionnel, c'est bien préparé même si nous on n'a pas les infos en amont, et l'expérience est sympathique. J'espère surtout qu'elle sera utile, aux auditeurs. Merci. Un grand merci à vous.